Yo tout le monde, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous passer un petit message. Tout d'abord, merci infiniment pour l'accueil que vous avez réservé au dernier petit documentaire sur Marilyn Manson. C'est la deuxième vidéo à passer les 100 000 vues, ce qui est juste immense, et vous êtes nombreux à être arrivés sur la chaîne, on est doucement en train de couler vers les 10 000 abonnés, et croyez-moi que j'ai vraiment du mal à réaliser que je suis en train de dire cette phrase. Alors merci beaucoup pour votre soutien. Deuxième chose, je suis en train d'enregistrer cette vidéo en pleine canicule, donc si vous me voyez en train de devenir tout visqueux, tout transpirant tout au long de la vidéo, c'est tout à fait normal. Et troisième chose, j'aimerais partager avec vous deux choses qu'on m'a envoyées. Première chose, c'est la sortie de cette EP, c'est un très cher ami à moi qui vient de le sortir, après plusieurs années de travail ensemble et avec d'autres copains, à faire du son, à faire de la musique, c'est un vrai projet qui voit le jour, donc c'est très émouvant et c'est un moment très important pour lui, donc je vous mets quelques extraits. C'est donc pas qu'il y a des gens addicts à la nostalgie, c'est donc pas que certains se chutent aux souvenirs. Ouais, je fais des tours dans le supermarket là, je fais des tours à la recherche du popcorn. Croix au-dessus du matelas, un divan dur, un peu froid, voilà 10 ans que je fais le vide. Dimanche télé, je tiens le fil, je voulais blesser personne, je me suis blessé moi-même. Je voulais faire une sieste, j'ai dormi un siècle, et peut-être qu'un jour... Et si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre durant ces quelques secondes, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter ça, d'aller donner de la force, et si vous avez moyen de mettre la main sur le CD, n'oubliez pas que c'est le meilleur moyen de soutenir les musiciens. Deuxième chose, on peut considérer que c'est ma première OP. En effet, Thelma Bokeh m'a envoyé son bouquin. C'est un bouquin qui s'appelle Le charme du microphone et ça explique un petit peu l'évolution du microphone, comment les chanteurs ont dû s'adapter au microphone, donc c'est-à-dire comment chanter dans les micros, suivant l'évolution technique des micros, comment est-ce que l'enregistrement a évolué. C'est super intéressant. C'est un petit peu technique, mais en tout cas, s'il y a des gens que ça intéresse dans le milieu du son, ou juste qui sont curieux de savoir comment fonctionne un microphone, comment les micros se sont transformés à travers le temps, et comment est-ce que ça a changé les techniques d'enregistrement et même les techniques de chant, je ne peux que vous conseiller de vous le procurer. Voilà, ça c'était pour les petits instants pub pour les copains, on passe maintenant à la vidéo. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce mini LDR. Pour rappel, ce format consiste à vous raconter la vie d'un artiste, mais aussi et surtout à comprendre son impact sur l'industrie musicale et même sur notre société. Et aujourd'hui, j'aimerais sortir un petit peu du rock pour vous parler d'un artiste qui m'est cher et que je ne saurais d'ailleurs pas vraiment qualifier. Vous le savez, certains artistes me fascinent depuis toujours. Non pas parce qu'ils sont des virtuoses de solo de guitare, des chanteurs charismatiques ou des représentants d'une époque dorée et chère à mon cœur, mais parce qu'ils semblent bien cacher leur jeu. Souvent derrière une facette un peu superficielle. Sur la chaîne, on a notamment évoqué Lady Gaga, souvent considérée comme l'une de ces innombrables chanteuses pop sans trop de talent ni de profondeur. On a finalement découvert qu'elle s'illustre par une culture musicale riche, un talent instrumental indéniable et des directions artistiques travaillées, mais surtout versatiles. Dans le monde de la pop moderne, si on peut appeler ça comme ça, beaucoup d'artistes sont bien plus talentueux et plus profonds qu'ils n'y paraissent. Et c'est le cas de Bruno Mars. En effet, depuis tout gamin, je connais le nom de Bruno Mars. Dans ma playlist de jeunes mélomanes plutôt obsédés par le rock, se trouvaient quelques titres de cet artiste qui me permettaient de respirer un peu. Il y a quelques mois, j'ai tourné une vidéo dans laquelle je vous partageais mes petites pépites musicales de l'année 2021. Le dernier album de Bruno Mars, ou plutôt de Silk Sonic, apparaissait dans cette liste. Et je vous ai dit ça. J'ai toujours admiré Bruno Mars pour son talent vocal, de composition et d'arrangement. Plus jeune, j'ai poncé Do Whoops and Hooligans, Grenade m'a fait chialer beaucoup de fois, The Lazy Song m'a remonté le moral, Mary You m'a fait rêver, et Just the Way You Are me faisait sourire. Et c'est bien vrai, Bruno Mars est un artiste qui m'a énormément accompagné et influencé dans ma jeunesse et dans mon adolescence, et il y a plein d'autres titres qu'on pourrait citer. Mais ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est surtout le fait qu'on m'en parle souvent d'une façon assez inattendue. Par exemple, beaucoup de personnes se prennent à débattre sur le talent de Bruno Mars, sur sa voix, qui semble capable de nous faire ressentir une immense palette d'émotions, et certains même le comparent avec plus ou moins d'insistance à Michael Jackson. Alors pour comprendre le phénomène, nous allons procéder comme d'habitude. Je vais en premier lieu décortiquer la jeunesse, les influences, les débuts et le succès de Bruno Mars,
pour savoir un peu d'où il vient. Ensuite, nous allons essayer de comprendre pourquoi et comment il est devenu l'une des personnalités les plus appréciées du monde musical moderne. Allez, aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'intimité de Bruno Mars. Peter Gene Hernandez est né le 8 octobre 1985 à Honolulu, à Hawaï. Et oui, au niveau du nom, on est encore loin de Bruno Mars. Depuis tout jeune, Peter baigne dans les eaux turquoises de l'île hawaïenne, mais aussi dans la musique. Il est le fils de Pete et Bernadette Hernandez, respectivement un percussionniste et une danseuse de hula, cette fameuse danse traditionnelle hawaïenne. Pete et Bernadette filent alors le parfait amour et élèvent une famille de 6 enfants. Ils deviendront quasiment tous créatifs, voire même musiciens, et certains vont même dans le futur jouer un rôle important dans la carrière de Peter, notamment son frère Eric, qui l'accompagne à la batterie depuis toujours. Et sa sœur Jamie Kailani, qui a été l'une de ses managers. Rapidement, son père le surnomme Bruno, de par sa ressemblance avec le catcheur Bruno Sammartino. Bon, c'est un petit peu capillotracté, mais pourquoi pas. D'ailleurs, plus tard, Bruno essayera de draguer les filles en leur disant qu'il venait de Mars, et c'est de là qu'il tirera son surnom complet, Bruno Mars. Bref, depuis tout jeune, le truc de Bruno ce n'est pas vraiment le catch mais la musique. En effet, il se prend d'une admiration totale pour Elvis Presley. Mes vidéos commencent vraiment souvent comme ça, hein, c'est assez fou. Comme beaucoup de jeunes fans du King, Bruno ne fait qu'en parler. Il étudie ses pas de danse, son attitude, et veut lui aussi devenir un vrai showman. À seulement 4 ans, Bruno se retrouve sur une scène à imiter son idole. On y voit alors un mini Elvis quasiment aussi charismatique que le vrai et bien plus mignon, de par son charisme juvénile qui va d'ailleurs gagner le cœur du public et des médias hawaïens. My wife, when we're at the store and he handles everything and he watches the videos and listens to the cassettes and studies the pictures and he's really fascinated and in love with the Elvis image. Le journal Midweek le surnomme alors Little Elvis. Et cette prestation lui ouvrira les portes du cinéma en obtenant une petite apparition dans le film Lune de miel à Las Vegas. Donc tout va très vite, hein. Il grandit dans une famille de mélomanes, il se prend de passion pour la musique, il commence même à se faire remarquer, tout semble aller pour le mieux. Vous savez comment ça finit ça. Hein. Un événement surgissant en 1997, donc à ses 12 ans, fait tout basculer, et transforme le rêve en cauchemar. Ses parents divorcent. Le groupe familial se disloque et l'argent vient très vite à manquer. Bruno et sa fratrie vivent donc dans la rue, dans des parkings, dans la nature. Bref, ils sont clairement sans domicile fixe. Just so people don't think we're crazy. Yeah. It did not look like this. It had a roof. It didn't have plants growing inside. It didn't have plants growing inside. I don't know what happened to the roof. But the bed would be right there in the middle. Yeah. And you'd all sleep in one bed? We'd all sleep in one bed. What you remember about it is not the struggle or the things you didn't have. It's all the things you had. Yeah. We had it all. You know? We had each other. Déterminé à s'en sortir, il termine finalement ses études en 2003 et décide de jouer sa dernière pièce en déménageant à Los Angeles.
Comme beaucoup d'artistes, qu'ils soient chanteurs, musiciens, acteurs, réalisateurs, peintres, les débuts du succès dans la Cité des Anges ne sont que très rarement simples. Pourtant, ça commençait pas trop mal. Bruno arrive rapidement à dégoter un contrat avec le on ne peut plus prestigieux label Motown Records. Bon, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur le sujet car il y a énormément de choses à dire. Mais pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que représente le label Motown Records, voici un rapide résumé. Motown Records existe toujours aujourd'hui. C'était à l'époque un label de renom, mais surtout une initiative révolutionnaire. Fondé par Berry Gordy en 1959 à Détroit, le label est devenu l'une des entreprises de la communauté noire les plus prospères, tout en étant indépendant et en défiant la discrimination. Pour rappel, les 60s aux USA, c'est l'interdiction de se marier entre noirs et blancs, de nombreuses manifestations et protestations, les émeutes de Détroit en 1967, et ce malgré l'adoption de la loi sur les droits civiques en 64, qui était censée mettre fin à la ségrégation dans les lieux publics. Donc en 1959, pour un jeune ouvrier noir, ouvrir un label dans cette société et cette industrie relevait presque du suicide. Mais voilà. Sont finalement passés chez Motown Michael Jackson, Diana Ross, Marvin Gaye, Stevie Wonder et bien d'autres légendes. On évoque aussi le son Motown, une musique soul mixée à de la pop avec un chant et des claquements de mains inspirés du gospel. Ça m'embête vraiment de résumer autant le label Motown. Mais retenez cela, à l'époque, c'est le mont Olympe des artistes soul qui veulent exprimer leur art et une porte vers la liberté dans cette société américaine conservatrice. Revenons-en à Bruno. Comme je vous le disais, ce n'est pas si simple pour ce jeune hawaïen qui est d'ailleurs à peine majeur quand il débarque à Los Angeles. Il rate les auditions de la célèbre émission American Idol, se fait refuser plein de demandes par des maisons de disques et ce fameux contrat chez Motown, qui constituait une véritable réussite, ne donnera finalement rien et sera rapidement rompu. Tous ces échecs pour la même raison, le jeune Bruno manque d'expérience et son style musical n'est pas assez novateur, original et intéressant. Ouais, ça pique. Cependant, il y a quand même deux éléments positifs qui sortiront de cette expérience. Il s'agit de Philip Lawrence et Harry Levine, des auteurs et producteurs avec qui il forme un groupe de compositeurs nommé The Smithingtons. Ensemble, à partir de 2006, ils vont composer une bonne pelletée de singles et aider les artistes signés à finaliser des morceaux. Dans les plus connus, Bruno a participé à l'écriture de 7 chansons, et de 7 chansons. Pendant plusieurs longues années, Bruno s'illustre alors en tant que bon parolier, compositeur et producteur, mais il travaille toujours dans l'ombre. Les Smithingtons enchaînent les succès, les récompenses et les podiums des classements, mais Bruno sent qu'il est bientôt temps pour lui de donner de la voix et d'enfin accomplir ce rêve, devenir chanteur. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. Sa sortie vers la lumière, notamment avec son apparition dans la désormais culte Billionnaire, fera découvrir au monde un garçon d'apparence sympathique, mais surtout doté d'une voix juste, douce, mais puissante. Oh, every time I close my eyes. En effet, Bruno vole presque totalement la vedette à Travis McCoy, si bien que beaucoup croient encore que c'est un titre de Bruno Mars. Et à partir de là, tout s'accélère. En fait, dans son coin, Bruno, avec l'aide des Smithingtons, préparait un petit EP, It's Better If You Don't Understand. Ce dernier sort finalement en mai 2010 et il connaît un succès plutôt convenable, mais ce n'est qu'en fait une petite partie d'un ensemble plus important. Un véritable album. The Whoops and Hooligans sort en octobre 2010 et c'est un séisme commercial et critique. Il vient gratter tous les podiums, les nominations et les disques de différentes matières précieuses. On le compare au plus grand nom de la soul, de la pop, de la funk, mais c'est bien à Michael Jackson que tout le monde semble le comparer. En effet, sa voix semble capable de tout, de nous arracher des sourires, des larmes, mais aussi de nous faire danser en tabassant le bouton replay sur ses titres devenus cultes. En un seul album, Bruno Mars s'est imposé comme incontournable dans la pop moderne.
2 ans plus tard, Unorthodox Jukebox voit le jour. Et tout comme son prédécesseur, c'est un carton total. Après de nombreuses tournées et 4 ans d'attente, Bruno Mars revient en force avec 24K Magic. Et enfin, en 2021, Bruno Mars s'allie à Anderson .Paak pour créer un groupe nommé Silk Sonic, véritable hommage à la soul des années 70. C'est aussi un immense succès populaire et critique qui dévoile encore plus les talents de musicien de Bruno, désormais âgé de 36 ans. Bref, comme vous le voyez, je suis allé assez vite sur sa discographie. Tout d'abord parce que je considère que beaucoup d'entre vous connaissent Bruno Mars et la plupart de ses tubes planétaires. Mais ce qui m'intéresse le plus, et vous le savez, c'est de comprendre le pourquoi du comment. Comment ce jeune hawaïen, à qui on disait qu'il manquait de créativité, s'est illustré comme l'un des visages les plus importants de la musique moderne. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que 2 facteurs majeurs entraient en compte lorsqu'on parlait de l'admiration complète que suscite Bruno Mars. Évidemment son talent, mais aussi sa personnalité. Évidemment, quand on pense à Bruno Mars, on pense généralement à sa voix et à ses morceaux qui rentrent immédiatement en tête. Tout d'abord, tout le monde s'accorde à dire que Bruno Mars, que ce soit en live ou en studio, connaît parfaitement sa voix. Il n'a aucun problème à la pousser en haut ou en bas, mais cela semble toujours maîtrisé. Il ne cherche pas à impressionner, à être celui qui chante le plus aigu et ou le plus fort, mais simplement à en tirer le meilleur. Et personnellement, c'est quelque chose que j'adore chez les chanteurs et les chanteuses, vous le savez très bien. Je ne suis pas fan de ces artistes qui veulent toujours performer au point que ces poussées vocales monumentales ne sonnent presque plus bien au final, à l'image de ces guitaristes qui pensent que jouer le plus vite possible est le but ultime, alors qu'un bon bluesman pourra vous faire chialer avec 3 notes. Un chanteur ou une chanteuse qui connaît ses cordes vocales, son timbre, sa tonalité et son style pourra toujours en tirer profit pour créer de l'art qui lui ressemble. Et d'ailleurs, pour certains, cet argument peut aussi être un défaut. La voix de Bruno Mars se reconnaît instantanément, et parfois on pourrait avoir envie d'autre chose qu'il sorte de sa zone de confort. Mais à ça, je répondrai 2 choses. Pourquoi sortirait-il complètement de sa zone de confort vocal alors que le bonhomme n'a quasiment jamais connu de flop? Tout le monde aime sa voix, et on écoute Bruno Mars pour ça. Est-ce vraiment la peine de tout changer juste pour prouver qu'il en est capable? Pourquoi changer radicalement quand on sait ce qu'on aime et ce dans quoi on est bon? De plus, je trouve qu'il sort véritablement de sa zone de confort en réalité. On peut évoluer sans se dénaturer complètement. Son dernier album en est la preuve. D'ailleurs, je vais souvent prendre ce dernier album justement pour étayer mes arguments, parce qu'il répond à beaucoup de mes questions. Avec Silk Sonic, il fait appel à Anderson .Paak pour avoir de nouvelles idées, et déléguer, car il n'est pas capable de faire certaines choses. D'ailleurs, musicalement parlant, on peut dire que Bruno Mars est en constante évolution. Ses influences sont toujours là, plus ou moins explicites, mais avec le temps, il a quand même exploré beaucoup de genres. Une autre chose que j'aimerais aborder, c'est la passion. La plupart des artistes dont je compte les histoires et analyse le succès sont ce qu'on appelle des véritables passionnés. En effet, c'est quelque chose que j'aime plus que tout. Plus d'ailleurs que des genres en particulier. Peu importe ce qu'on va me chanter ou me jouer, ce que j'aime c'est sentir la passion.
la nécessité pour ces artistes de faire ce qu'ils font, non pour courir après l'argent ou la gloire, mais presque pour survivre, et Bruno Mars semble être l'un de ces passionnés. Tous les témoignages des personnes ayant assisté à ses concerts ou étant des proches à lui sont unanimes. C'est une bête de scène. Il n'hésite pas à prendre son temps pour interagir avec l'audience, il aime passer du temps avec le public, et essaye constamment d'en mettre plein les yeux à ce dernier. Et cela résulte d'un travail acharné pour tirer le meilleur de son talent. C'est un vrai mélomane qui a, à de multiples reprises, remercié toutes ses influences, qu'elles soient issues du vieux rock des années 50, de la pop naissante des années 60, de la soul des années 70, et du hip-hop des années 80-90, mais aussi d'aujourd'hui. Encore une fois, prenons l'exemple de Silk Sonic. Depuis les premières collaborations entre Pac et Mars et la sortie de l'album, 5 années se sont écoulées. Depuis 24K Magic, le dernier album de Mars, et la sortie de Silk Sonic, presque 6 années sont passées. Et merde, en regardant le produit final, on comprend pourquoi. Tout est soigné, tout est concocté aux petits oignons. Rien ne dépasse. Tout paraît évident. Les performances scéniques sont d'une fluidité presque ridicule. La qualité sonore du disque studio est juste absurde. En fait, le but, c'est de faire croire que c'est improvisé, que c'est facile, que c'est naturel. Alors qu'en fait, ce sont des milliers d'heures qui ont dû être mises sur la table pour arriver à ce résultat. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de personnes semblent le comparer à Michael Jackson. Les albums de MJ, avant de sortir, étaient souvent composés de plusieurs dizaines de titres complètement aboutis, mais seule la substantifique moelle était gardée pour tirer le meilleur du meilleur du meilleur. Tous les deux mettent des moyens considérables dans leurs concerts, qui deviennent finalement des vrais spectacles, composés d'un travail de lumière, de chorégraphie, de son évidemment, de captation vidéo, de montage, de costumes, bref, des shows complets. Et évidemment, pas de playback, de la performance instrumentale, toujours au top malgré des heures de concert intenses. Rien ne semble fatiguer cet électron libre. Là encore, de quoi le comparer au plus grand. Et pour pousser la comparaison, certains passages des concerts de Bruno peuvent en effet faire penser au roi de la pop. En gros, on sent que Michael Jackson est une influence monumentale pour Bruno. Il y a un peu d'imitation, mais à mon avis, toujours prudente. Outre une petite ressemblance du timbre de voix, il y a aussi une envie de rendre hommage et de remercier cette immense influence, qui n'est d'ailleurs pas seulement présente chez Bruno, mais chez plein d'autres artistes. Pour moi, c'est encore un gage de qualité. Quand les artistes ne se contentent pas d'imiter leurs idoles, mais qui empruntent par-ci par-là des idées, pour les coupler à leur propre style. Parce qu'en réalité, c'est bien beau de vouloir comparer machin avec machin, mais personne ne pourra jamais remplacer Michael Jackson. C'est pas le but de cette comparaison. Bref, Bruno semble avoir trouvé son alter ego avec Anderson .Paak, un talentueux musicien en pleine ascension lui aussi. Ensemble, ils rendent un hommage impeccable à leurs influences avec des morceaux d'une qualité monumentale, mais tout en gardant un certain second degré qui constitue d'après moi le charme des années 70. Et vous voulez savoir ce qui me fait le plus plaisir dans tout ça? C'est de voir que les gens qui ont toujours aimé Bruno Mars, comme ma sœur, les gens plus axés rock, progressif, alternatif, comme mon pote Alex, et ceux qui sont plus dans le rap et le hip-hop, comme mon pote Louis, sont tous tombés complètement d'accord sur Silk Sonic. Et voir des centaines de millions de vues sur ces morceaux, sur ces clips, sur cette déclaration d'amour aux 70s, me remplit de joie. C'est un tour de force que peu d'artistes arrivent à réaliser aujourd'hui. Faire revivre le meilleur musical du passé, ce que je m'efforce à faire personnellement. Et quand on voit les chiffres habituels des écoutes du rock, de la soul, du jazz et du blues aujourd'hui, je me dis qu'on a vraiment besoin de plus d'artistes avec cette démarche. Mais derrière ce talent et ce dévouement, semble aussi se cacher un humain respectable, honnête et humble. Bon, et à partir de là, ça devient un peu délicat d'argumenter véritablement avec des sources fiables à 100%. Dire que Bruno Mars est un mec cool, c'est comme dire que ce mec est un mec cool. Je sais pas, je le connais pas, je passe pas mes journées avec lui. Ou peut-être que si. Bref, outre les milliers de témoignages de fans l'ayant rencontré et qui peignent un tableau dithyrambique du comportement de Bruno Mars, on ne compte plus les stars, musiciens de studio et professionnels de la musique qui encensent l'hawaïen. Adele, Eminem, Elton John, Ed Sheeran et bien d'autres ont montré leur admiration pour Bruno, que ce soit humainement parlant ou artistiquement. Mais personnellement, toutes ces déclarations ne me surprennent pas quand on connaît l'histoire de celui qui s'appelait Peter Hernandez et qui a passé une bonne partie de sa vie dans la galère, le regard porté vers les étoiles.
D'ailleurs, Bruno a aussi été arrêté en 2010 pour possession et consommation de drogue, et il a déclaré à ce sujet « J'ai fait quelque chose de très stupide. Je suis à Las Vegas, j'ai 24 ans. Tu vois, je bois plus que la normale, je suis au début de ma carrière. Et finalement, je me dis que ça devait arriver. » C'était le retour à la réalité dont j'avais besoin. Je me suis promis que personne n'aura à lire ce genre d'informations à nouveau. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'outre sa bonne gueule, ses balades émotives et son travail conséquent, son histoire rappelle le rêve américain pur et dur. On ne peut qu'admirer cette ascension fulgurante d'un jeune homme ambitieux mais respectueux, qui est resté fidèle à son identité, à son style et à sa famille. Mais encore une fois, on ne peut jamais vraiment juger un livre à sa couverture. Cependant, pour finir là-dessus, les critiques négatives qui émanent au sujet de Bruno Mars semblent être un petit peu capillotractées. Il ferait de l'appropriation culturelle en rendant hommage à la musique noire américaine alors qu'il n'est même pas noir, il s'habillerait, je cite, comme un connard, il chanterait des chansons niaises sans intérêt, il se la pèterait en étant un personnage bling bling, etc., etc. Ce sont littéralement les seuls griefs que j'ai pu trouver contre le personnage, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un peu maigre comparé aux arguments contraires. En plus, pour l'histoire de l'appropriation culturelle, Bruno a déclaré que ça a été difficile pour lui de trouver sa place. On lui disait, je cite, « Il n'est pas assez noir, ni assez blanc. Il a un nom de famille latin, mais il ne parle pas espagnol. À qui on va vendre ça? Tu fais de la musique urbaine ou de la pop? Quel type de musique est-ce que tu fais ?» Donc d'après moi, encore un tour de force de la part de Peter Hernandez de s'être infiltré en indépendant dans une industrie super exigeante à l'époque. Par contre, comme je le dis souvent, je peux parfaitement comprendre qu'on n'accroche pas du tout au personnage et ou à sa musique. Ici, j'ai juste essayé de lui rendre hommage et de vous apprendre 2-3 trucs sur cet artiste que je considère être bien plus qu'une simple pop star. Donc à l'image de sa musique, qui se veut généreuse en émotions positives ou mélancoliques, Bruno semble être un artiste intègre, passionné, honnête, mais surtout extrêmement talentueux. Son long travail dans l'ombre des studios, son histoire riche en péripéties et ses influences qu'il tient chaudement contre son cœur l'ont complètement forgé. Et de toutes ces choses a émané un artiste complet, qui est désormais entré dans l'histoire. Bref, j'espère avec cette vidéo avoir réussi à vous partager ma passion pour le type et surtout mon immense respect pour son travail. En tout cas, si vous voulez l'écouter, j'allais dire il est dispo partout, mais évidemment qu'il est disponible partout. Mais si vous n'avez pas encore écouté Silk Sonic, il faut le faire tout de suite, en entier, avec les clips, les lives, tout ce que vous voulez. C'est juste monumental. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Mais surtout à partager, c'est le meilleur moyen d'aider les créateurs, de partager leur travail si vous l'avez kiffé. En tout cas, portez-vous bien, je vous aime, et je vous dis à la prochaine sur l'intimité du rock.